Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, je suis en compagnie de Marie-Séverine. Bonjour Marie-Séverine. Bonjour Lilou. Médium, magnétiseuse, conférencière, animatrice de radio, enfin on te retrouve à la radio. C'est ça. En ce moment sur Sud Radio, mais bon. C'est votre avenir. Tous les lundis, c'est votre avenir. Là, j'ai ton livre entre les mains, ces signes qui ne sont pas des coïncidences, mais connexions avec le monde d'à côté. Donc on va parler médiumnité, on va parler de ton parcours de médium. Et ce qui est très intéressant, comment ce don s'est petit à petit imposé à toi, enfin assez rapidement, très très tôt. Très très tôt. Et qui s'est accéléré avec le décès de ton père. Beaucoup. Et qui là s'accélère, et s'accélère aussi pour beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Je pense qu'avec les difficultés qui vont nous arriver, enfin qui arrivent dans le monde, ouais. Ça active aussi des parties lumineuses de nous, des dons. Et la médiumnité en fait partie. On a accès quand même à une source infinie de connaissances et d'informations. Donc c'est pas à négliger. Donc ton propre parcours et ton cheminement est très intéressant pour nous à découvrir, pour apprendre et pour aussi faire des parallèles dans nos vies. Oui. Donc ça va génial. beaucoup aider. Ouais. Alors parce que toi ça a commencé très très jeune, mais avant d'aller là, est-ce que tu pourrais nous donner un peu la température globale de comment tu ressens les choses dans ce monde avec les antennes que tu as et ton ressenti? Là, on enregistre cette vidéo, on est, on va dire, 2025, milieu 2025, mais qu'est-ce qui est là, qui se joue? Parce qu'on sent une certaine forme de densité, de difficulté, des anciennes blessures qui remontent à la surface, des choses pas forcément faciles à gérer en fonction de là où on en est dans notre propre évolution. Qu'est-ce que toi, tu vois par rapport à ça, aussi bien quand tu consultes que dans ta propre vie de médium? En fait, les énergies en ce moment, elles sont très fortes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aussi bien mondialement que sur l'humain, ça agit. Les humains, on peut voir qu'il y a beaucoup de décès autour d'eux ou des chamboulements, on change complètement de profession, on change de vie, parce que cette progression, elle emmène au changement, à la nouveauté. Donc, moi, je dis souvent, je prends l'exemple, un accouchement, c'est douloureux, mais c'est beau. Il y a quelque chose de nouveau. Et là, ce qui se passe pour l'humain, pour le côté mondial aussi, c'est que ça va être douloureux, tout ce qui se passe. On est mis à l'épreuve pour aller vers cette lumière et un monde beaucoup plus spirituel et dans l'humanité. Donc au mois de mai, il va y avoir des révolutions qui vont commencer dans les grandes villes. Ça va être un peu chaud, il va y avoir la misère, puisqu'il y a cet effondrement économique dont j'avais parlé déjà en 2019. Et tout ça, c'est en train de s'acter. Donc ça ne va pas se faire dans la dentelle. Mais il faut rester positif. Et moi, je dis toujours aux gens, c'est en gardant la foi. C'est ceux-là qui vont être protégés. Mais la foi, ça ne veut pas dire forcément une religion. Pour moi, la foi, c'est l'amour, c'est croire en quelque chose qui nous protège. Voilà. Si on est dans cet esprit-là, on va passer assez tranquillement cette période. Si on n'arrive pas à être dans cet esprit-là et qu'on n'est pas dans le collectif, dans l'aide aux autres, dans tout ça, c'est des gens qui vont tomber. Parce qu'on fait tomber ce qui est sombre pour que la lumière sorte. Voilà. C'est toujours une question de peur ou d'amour finalement. Peur et d'amour. Qu'est-ce que l'amour ferait dans ce cas-là? L'amour, en fait, qu'est-ce que l'amour, ça va faire? Si on vibre tous l'amour, on va attirer cette beauté. Si on vibre la peur, comme dans certains médias en ce moment, on transmet beaucoup de peur à l'humain. Et donc, ils sont tous dans la peur. Donc, on vibre ça. Donc, on attire encore plus et on emmène le noir et le mauvais. Donc, il faut essayer de tous se reconnecter ensemble. Et s'entraider, et c'est le collectif cette année, c'est ça qui est important, et d'envoyer de l'amour. Est-ce que toi qui es au contact direct avec les défunts, est-ce qu'ils nous envoient un message? Est-ce qu'ils sont plus présents en ce moment? Est-ce qu'ils ont un rôle dans cette transition? En ce moment, les défunts sont beaucoup plus présents et oui, je pense que les gens voient beaucoup plus de signes, même s'éveillent. Il y a je le vois dans mes consultations, j'avais pas d'hommes avant, aujourd'hui ils sont en train de prendre le dessus sur les femmes. C'est-à-dire que j'avais 20% d'hommes avant, aujourd'hui j'en ai 60%. C'est énorme. Donc on voit qu'il y a un éveil, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est bon à entendre. Mais oui, et l'éveil, c'est la connexion avec ces guides et ces gens qui sont partis. Donc j'ai envie de dire, oui, ils sont là, ils nous font signe, ils nous portent. Les défunts ne sont pas des guides? C'est la même chose en fait. C'est juste que pour moi, hein, de ce que j'interprète, de ce que je ressens, de ce qu'on me fait voir, en fait, c'est les gens qui partent, ils décèdent, ils sont dans ce monde entre deux. Ensuite, ils vont vers la lumière, ils peuvent redescendre et remonter, et ils passent des dimensions. Et ils arrivent à une certaine dimension où ils passent guide. Voilà, donc moi je dis les un peu guides comme une graduation. C'est ça. Ils sont diplômés de lumière. Diplômés de lumière. Ouais, donc c'est encore un autre apprentissage, c'est-à-dire que quand on décède, notre âme passe dans une espèce d'espace-temps un peu entre deux. Ce qu'on appelle souvent les ténèbres, mais qui pour moi, ce ne sont pas les ténèbres, c'est juste un espace-temps qui est entre les deux, entre le terrestre et la lumière, où souvent les personnes qui sont décédées subitement
c'était pas prévu, c'est un accident. Ils restent longtemps dans cet entre-deux parce qu'ils comprennent pas qu'ils sont morts et ils vont pas vers cette lumière. Et c'est pour ça l'importance pour moi, quand quelqu'un va mourir, parlez-lui de cette lumière pour pas qu'il soit perdu parce qu'il va tout de suite la chercher et il va y aller. J'ai un neveu comme ça de 20 ans qui est décédé, je lui parlais de cette lumière et ben, grâce à moi, il n'a pas été perdu. Voilà, ça peut faire peur cette lumière à une personne qui décède, à cette âme où elle est appelée vers cette lumière? Ça fait peur parce que c'est l'inconnu. Ils se demandent qu'est-ce qu'il y a, c'est ça. Mais, et parce qu'il y en a certains qui sont tellement cartésiens, ils n'ont pas été s'informer avant, ils arrivent, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas ce que c'est. C'est ça qui est angoissant. Parce qu'on se rend compte, nous, en tant qu'être humain, des fois que cette lumière, cet amour, quand il y a un grand plein d'amour qu'on reçoit, ça peut nous faire peur et ça peut nous faire reculer, ça peut faire ressortir des parties d'ombre de nous. Donc j'imagine que dans l'après-vie, ça peut être pareil. Oui, ça chamboule aussi. Et puis quand ils sont dans le coma, ils la voient cette lumière, hein. Ils se baladent. J'ai encore fait un test là, avec mon cousin que j'ai accompagné au mois de janvier. Alors c'est pas dans le livre, mais il a été clair, il l'a dit. Il est revenu, je lui avais demandé si tu peux revenir 2 jours avant de mourir pour nous dire ton coma et tout ça. Il s'est réveillé 2 jours avant de mourir et il a dit à ma cousine, elle a raison. On se balade, on est à 360%, on voit tout. Il a même décrit une dame qui était décédée dans les rues de Nantes sur un passage piéton. Et ma cousine s'est renseignée et c'était bien ça. Donc ils se baladent, ils sont dans ce... Voilà, c'est ça, le coma. Le coma, on peut aussi leur parler, ils nous entendent toujours en fait. On peut toujours s'adresser à eux. Alors après, il y en a qui ont la capacité, comme moi, de les entendre, de transmettre. D'autres un peu moins, mais il suffit juste d'avoir un peu d'éveil. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as ce canal-là qui est ouvert et qui s'est ouvert très jeune, et on va revenir sur ton parcours, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un va plus percevoir les défunts et va plus avoir une médiumnité ouverte, fluide? Déjà, moi je l'ai depuis l'enfance, ça s'est transmis. J'ai mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, mon père, donc j'ai quelque chose qui est déjà très ouvert. Je l'ai gardé parce que dans l'enfance, j'ai vécu des choses extraordinaires par rapport à ça et qui ont fait peur aussi. Et j'ai évolué parce que je me suis intéressée, j'ai été curieuse. Comment on peut l'avoir quand on ne l'a pas, par exemple? Parfois, perdre quelqu'un qu'on aime très fort, ça va ouvrir une porte à l'éveil. Avoir un accident où on passe près de la mort, je l'ai eu ça aussi en plus. Moi, en plus d'avoir le don, j'ai eu toutes ces épreuves. Donc, j'ai perdu des êtres chers très tôt, j'ai eu les accidents, j'ai eu des maladies que je ne cite pas dans le livre parce que j'ai envie que ce soit un livre de positif, donc pas angoissé. Mais tout ça, ça éveille. Et toute notre vie, on s'éveille. Et je prends l'exemple de mon père qui, lui, pourtant avait le don. Il nous en parlait entre nous en famille. Hein. Il disait, je ressens ci, je ressens ça. Mais il le refoulait complètement. Et il se disait cartésien. Il n'était pas du tout dans un éveil. Il s'est éveillé le mois avant son départ. Et il a même demandé, il s'est tellement éveillé, et j'ai été choquée, il a voulu le sacrement du malade. Il a voulu une messe, alors que lui, il n'était pas du tout là-dedans, pas dans la pratique de rien. Et je me suis dit, waouh, c'est qu'il se passe réellement quelque chose au moment de partir. Il y a de toute façon, les plus cartésiens vont avoir un éveil juste avant leur départ. C'est obligatoire. Cette lucidité terminale, c'est fou. Et donc toi, quand à 4 ans, d'un seul coup, il t'arrive quoi à 4 ans? Parce que c'est quand même très tôt pour avoir des visions, avoir des choses qui nous tombent dessus. On est encore tout petit. C'est ça. J'ai une fille de presque 6 ans, je me dis à 4 ans... à 4 ans, qu'est-ce qui peut se passer je pense à que je 4 ans? l'avais dès le départ en fait, mais c'est là où vraiment ça a commencé à être bizarre parce que je parlais de mes vies antérieures à ma maman. Donc un jour, elle me dispute et elle me dit, mais fais ci, fais ça. Et moi, je lui dis, mais tu cries tout le temps. Moi, je crie pas. Après mon fils, quand j'étais grande, j'avais un petit garçon, je suis morte, je suis arrivée dans ton ventre. Je lui dis des choses improbables et ma mère me regarde. Puis j'avais un vocabulaire qu'on n'a pas à 4 ans. Je parlais de choses. On était sur un parking, je disais, tiens, eux, ils sont amants. Et c'est bien, elles souffrent moins parce que les maris, ça demande beaucoup de choses. J'ai des trucs qu'on raconte jamais à 4 ans. Et j'arrivais à lui dire des choses comme ça sur les gens qu'on croisait. Une sagesse qui était là innée. Oui, c'est ça. Et donc, ma mère a commencé à se questionner. Elle avait un petit sourire en coin, je pense qu'elle le savait, parce qu'elle fait les rêves prémonitoires. Et mon père était en connexion avec les défunts, mon grand-père soignait. Chacun sa spécialité. Oui. Après, le magnétisme, on l'a tous un peu. Hein. Ma mère, mon père, voilà, mais c'était surtout mon grand-père à la base. Et en fait, voilà, donc il y a tout ça qui va commencer à s'installer. Et puis, au fur et à mesure de l'âge, ça grandit. Et un jour, je vais me retrouver à jouer aux cartes avec des copains, des copines. En vacances. En vacances. Et moi, dans les cartes, je ne vois pas la bataille. J'ai des messages et je dis, attention, demain, tu vas traverser une baie vitrée, tu vas avoir 70 points de suture. Il ne faut pas que tu sortes de chez toi. Et là, on me regarde avec des yeux comme ça. J'en parle à ma mère, je cours lui dire discrètement. Et le lendemain, une amie de ma mère l'appelle et lui dit, mais écoute, ta fille, qu'est-ce que c'est bizarre, elle a dit ça. Et mon fils a traversé une baie vitrée, il a 70 points de suture. 70 points de suture, c'est quoi? Il a vraiment bien traversé la baie vitrée.
Et donc voilà, donc ça a commencé comme ça avec des petits messages que j'arrivais à transmettre, des accidents l'accident de mes parents, j'angoissais, je leur disais là, j'avais 13 ans. Et donc là, ma mère, elle s'est dit, bon, elle a quelque chose et elle a compris. Mais elle m'en a pas parlé tout de suite. Hein. J'ai évolué toute seule avec ce don parce qu'elle m'en a vraiment parlé au moment où j'ai été enceinte, où vraiment là, c'est revenu très fort. Je les revoyais parce qu'on ne les voit pas toujours. Petite, je les voyais vraiment tout le temps. Alors après, ça s'est atténué. Et ensuite, quand j'étais enceinte à l'âge de 23, 24 ans, là, je les revoyais passer, mais c'était de tout, des mauvais, des bons. Et j'ai cru que je devenais folle, en fait. Donc j'ai voulu être hospitalisée. Et là, j'ai appelé ma mère en pleurs. Je lui ai dit, écoute, je dois être hospitalisée, je dois être malade, c'est pas possible. Ou je suis schizophrène, ou je sais pas. Mais et donc, elle m'a dit non, non. C'est trop de vision. C'était trop de vision, c'était pesant. Je ressentais beaucoup le mauvais. Quand on ne maîtrise pas le don, on a tendance à souvent ressentir plus les mauvaises choses que les bonnes choses. Intéressant. Et une fois qu'on le canalise, on arrive à s'ouvrir, à voir aussi des beaux messages. Et pas que le mauvais. Donc ça, c'est un apaisement. Et beaucoup de médiums disent qu'ils peuvent ouvrir, fermer, quand ils sont en société pour ne pas avoir non plus tout le temps. Oui, mais on met du temps avant de comprendre ça. Moi, avant, on pensait que j'étais autiste parce que j'avais du mal avec le monde. Ma fille est autiste, par exemple, et elle est comme ça. Mais je pense qu'elle a une sensibilité. Les autistes ont cette capacité, justement, à ressentir les autres, à ressentir les énergies aussi. Et en fait, quand il y a beaucoup de monde et qu'on ne canalise pas, c'est compliqué. On a des messages. Moi, j'allais en soirée, j'avais des messages, tiens, ton père est mort, il y a ça. Des fois, je le disais, parfois, je le cachais parce que j'assumais pas. Ça fait beaucoup d'infos. Ça fait beaucoup d'infos, ouais. Beaucoup d'infos, beaucoup de ressentis, beaucoup de difficultés forcément à être en société. Oui, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'arrive à fermer. Comment tu fais? Comment on peut faire? Comment on fait? Ça se passe dans la tête, en fait, parce qu'ils communiquent avec nous par la pensée. Mais parfois, on n'y arrive pas. Hein. Ça arrive aussi, s'il y en a un qui a un message à passer, c'est un peu comme le film Ghost. Ils insistent. Vous savez, oui, ils insistent, ils ne vous lâchent pas. Moi, il m'est arrivé au Maroc, j'étais au bord de la piscine en vacances, et j'en parle dans le livre d'ailleurs, et en fait, j'étais allongée et je ressens un grand-père. Et je vois cette jeune femme arriver, je sais que c'est pour cette jeune femme le message, mais je me dis, je ne la connais pas, je ne vais pas aller la voir et lui transmettre le message. Et donc, je ne dis rien. Et 2 jours, le grand-père ne me lâche pas. À chaque fois, je vais sur ce transat, et en plus, on vient à peu près aux mêmes heures à la piscine. Et au bout d'un moment, j'en peux plus, je vais la voir, je dis, écoutez, vous avez perdu votre grand-père il y a 6 mois. Il me dit que vous allez être enceinte, vous avez une fille au mois de juillet, et ce sera un petit garçon. Et je l'ai vu, il est tout bouclé. Et elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit merci parce qu'en fait, je ne savais pas, je ne la connaissais pas et son grand-père était bien décédé. Elle avait bien la FIV qui était prévue. Et puis 2 ans après, elle m'a envoyé la photo parce que moi j'avais vu le petit garçon à l'âge de 2 ans. Et c'était bien comme je l'avais vu avec les petites bouclettes et tout ça. Alors, les frères Bogdanov que j'ai rencontrés, parce que je me pose des questions. Super, tu les avais rencontrés? Oui, je les ai rencontrés. Excellent. 1 mois avant leur départ. Ils sont venus à la maison. Et en fait, je leur ai posé la question, mais pourquoi moi je vois ça? Pourquoi je suis capable? Parce que je m'interroge, j'aimerais bien faire des expériences même, mettre des mots sur ça. Et eux, ils m'avaient dit, tu es capable d'aller dans toutes ces dimensions imaginaires. Donc pour eux, il y a plusieurs dimensions. Donc aujourd'hui, ça fait un sens, parce que je me dis, est-ce qu'il y a la dimension du passé, du futur? Est-ce qu'il y a plein de dimensions comme ça où on est capable un peu d'aller ressentir, d'aller voir? Parce que parfois, dans les ressentis, on voit bien qu'il y a des choses qui ne se passent pas aussi. Donc est-ce que je ne suis pas dans un autre temps? Et c'est déjà passé. Voilà, c'est difficile de tout coordonner, de tout pouvoir bien transmettre un sans faute. On ne peut pas faire de sans faute en médiumnité, par exemple. Ouais, c'est perturbant parce que des fois, tu peux recevoir des infos en voyant une personne. Et après, cette phrase-là, moi, je vois « ne me lâche pas ». Tu vois, et c'est fou parce que tu te dis, est-ce que c'était vraiment une info qui venait du futur? Et des fois, ça se passe 10 ans plus tard, 15 ans après ou 5 ans après. Et tu es là avec ça qui n'est pas forcément positif, qui est comme une... Et tu vois, une précaution à prendre, voix qui ou une parle voix qui dit fais attention là, et on y va quand même, on s'en veut après. C'est ça. C'est ça. Et ça ne nous lâche pas et on se dit est-ce qu'on crée notre réalité là ou finalement c'était un peu dessiné de vivre ça et on a quand même voulu expérimenter cette chose-là. Oui, on la crée aussi puisque la pensée aussi, elle passe, c'est un peu la loi de l'attraction. La pensée, c'est la communication avec nos guides en fait. Donc, il faut faire aussi attention à nos pensées, d'enlever bien toutes les pensées négatives pour avancer. Ça a pris un sens aussi quand mon père est parti. Et quand j'ai mis en place ça, ma vie a totalement changé. Raconte-nous ce décès, ce que tu as mis en place. Quand j'ai mis en place, quand j'ai réalisé que la loi de l'attraction, finalement, c'était ni plus ni moins que la communication avec nos guides. Et ça passe par la pensée. Ils communiquent avec nous, ils sont en nous. J'explique des petits morceaux d'émissions que je donne, que je cite, où on peut aller voir une femme qui est revenue d'une EMI et en fait, elle explique tout ce qui s'est passé et on comprend bien qu'elle était en son mari, elle se ressentait même son sens, tout ce qu'il éprouvait pour elle. Et la communication, elle se passe comme ça. Donc à partir du moment où on a peur, où on est malheureux, où on va pas bien, et on broie du noir, c'est notre cerveau qui prend le dessus. Et là, on cogite et on envoie des mauvaises informations à nos guides, donc on crée de plus en plus de problèmes.
Si on se dit ça va aller, tout va bien, et on arrive à imaginer la vie qu'on veut, on le déclenche et on le vibre. Il faut le vibrer, ça c'est important de le vibrer. Pas dire tout simplement, hey, aidez-moi les guides, je veux ça. Ça non, ça marche pas. Il faut vraiment le vibrer avec son cœur. Et moi j'ai réussi à avoir des choses, mais improbables, dingues. Hein, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand il est décédé, j'avais envie d'aller au Maroc. Papa Ouais, quand mon papa est décédé, j'avais envie d'aller au Maroc pour mon anniversaire, parce que c'est là qu'il est né, donc j'avais envie d'être là-bas. Et mon mari n'avait pas du tout envie d'y aller. Il m'avait dit non au mois d'octobre, non, non, retourne pas au Maroc, j'ai pas envie d'y aller maintenant. Et le début mars, je pense à mon père et je lui envoie cette information. Je le vibre, quoi. Je veux tellement être là-bas pour mon premier anniversaire sans toi. Et mon mari rentre et il me dit, mais tu prends des billets, on va au Maroc. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Je sais pas, j'ai eu envie d'un seul coup d'aller au Maroc. Mais ça, c'est parce que mon guide, donc mon père, pour moi, est allé envoyer l'information. On est guidé, mais tellement guidé. Et il y a un passage comme ça dans le livre d'un garçon qui est complètement agnostique, un ami à moi. Il m'appelle et il me dit, est-ce que tu peux me faire une consultation parce que aujourd'hui j'ai envie d'y croire, j'ai lu un livre de Stéphane Alix et donc qui me parle beaucoup aussi. Et il me dit, j'ai envie d'y croire, fais-moi une consultation pour rentrer en connexion avec ma femme qui était décédée 15 ans auparavant. Et à ce moment-là, moi, ma fille était très malade, elle a eu une tumeur l'année dernière, donc je dis, écoute, je gère ça, là je peux pas te le faire, je t'envoie vers un ami à moi qui fait l'écriture automatique. Et il prend rendez-vous avec cet ami. Et là, cet ami lui dit, mais vous vous appelez Laurent? Il dit, mais il y a 2 jours, j'ai eu quelqu'un pour vous, alors parce que j'ai un message d'écriture que j'ai gardé, mais je ne savais pas à qui il s'adressait. Et il va lire le message et il se trouve que c'était sa femme. Elle donne les prénoms, elle donne des choses que je ne savais pas. Heureusement, parce que comme il était agnostique, d'abord il m'a dit, tu as tout répété à ce garçon, c'est pas possible. Mais après, il a percuté qu'il y avait une chose que je ne savais pas, c'était la bougie, le signe de la bougie. Il avait allumé une bougie dans l'église et en fait, elle le signalait ça. Donc il dit non, ça, tu ne pouvais pas le savoir. Donc là, lui, il s'est éveillé d'un seul coup, ça a changé sa vie. Et là, c'est la preuve qu'on est guidé parce que 2 jours auparavant, ce médium avait le message, d'accord? Lui ne le connaissait pas, donc ça veut dire que sa femme l'a envoyé vers moi pour que je l'envoie vers lui. On est plus que guidés par eux. Pour moi, c'est là où... Et surtout, ils arrivent toujours à nous faire passer le message. Ils arrivent toujours d'une façon ou d'une autre à nous emmener à quelque chose pour nous ou nous éviter une situation. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tous les signes qu'on peut Et les signes se présentent comment? Alors, comment on pourrait les classifier? Les signes, ça peut être parfois, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ça, c'est un signe. C'est pas pour rien. C'est où vous n'êtes pas à la bonne place. Alors, il ne faut pas le prendre comme... Souvent, on se révolte, on se dit, mais j'ai pas de chance, ça s'est pas fait. Mais finalement, quand on regarde, le temps passe et on se retourne et on se dit, ah, mais c'est pas plus mal que ça ne se soit pas fait. Voilà. Sur le moment, nous, l'humain, on veut tout de suite. Il y a l'ego, il y a la colère, il y a tout ça. Ça, c'est mauvais, il faut lâcher. Une fois qu'on a lâché tout ça, c'est un apaisement, c'est un peu cet amour inconditionnel qu'on a que les gens décrivent quand ils reviennent du coma. Voilà. Une fois qu'on a compris tout ça et qu'on est sur Terre, c'est exactement ça. On est dans un apaisement, plus rien n'est un problème. Moi-même, l'épreuve de la maladie de ma fille, ça s'est très bien géré. Je n'ai pas été angoissée, pourtant c'est angoissant d'avoir une gamine qui est malade. Alors je ne vais pas dire, l'hôpital c'était angoissant quand elle remonte du bloc, elle ne va pas bien et tout ça, mais je l'ai vécu avec apaisement, je fais confiance. Je sais que je suis guidée maintenant, donc je n'ai plus peur de rien. Même la mort ne me fait plus peur. Souvent la mort c'est angoissant. Moi je trouve ça très angoissant. Oui, mais c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ouais. Parce que quand on a compris que ce n'est pas si angoissant que ça, ça apaise et on vit. Parce qu'on ne vit pas assez parce qu'on a peur de la mort, justement. On y pense tout le temps, inconsciemment même. Je pense qu'on a peur de la souffrance aussi liée à la mort. Oui, de la souffrance, mais la souffrance c'est minime. C'est qu'un temps, la souffrance. Il y a la maladie, mais maintenant, dans l'accompagnement, on est bien accompagné. Ouais. On ne souffre plus beaucoup. Ouais. Et la souffrance, oui, on l'a très forte quand le corps quand l'âme quitte le corps. Disons que les virus et tout ce qu'il y a, et les maladies, etc., et l'accélération de tout ça, nous met face quand même à cette mort, et donc crée des angoisses. Ouais. Et donc c'est important qu'on parle de mort, je pense, et qu'on s'apaise et qu'on fasse un chemin par rapport à ça. Moi, je ne veux pas banaliser la mort, parce qu'il ne faut pas la banaliser, sinon tout le monde va se suicider, et ce n'est pas le but, mais la mort, c'est juste une naissance dans une nouvelle dimension, et c'est une dimension qui est beaucoup plus d'amour. Il n'y a pas tout... Ici, pour moi, la Terre, c'est des épreuves.
Voilà, c'est comme un purgatoire. On est à l'épreuve pour faire grandir notre âme et éveiller notre âme. Donc forcément, on vit des choses dures. Tout le monde. Je ne connais pas une personne qui a une vie où tout est beau tout le temps. Même les gens, alors souvent on se dit, les gens qui ont de l'argent, ils sont heureux, ils n'ont pas de problème. Mais si, ils sont parfois même plus malheureux. Il leur manque plein de choses au fond d'eux. Et tu peux en témoigner parce que tu les as comme clients aussi, une partie de ces personnes. Oui, je les ai comme clients. Et moi, j'ai eu plein de vies, donc j'ai eu les deux. Et je peux vous dire que je n'ai pas été plus heureuse avec de l'argent. Voilà, je suis plus heureuse maintenant. Et c'est rempli d'épreuves, mais l'épreuve est faite pour faire grandir notre âme. Et une fois qu'on est de l'autre côté, il y a moins d'épreuves. Et d'ailleurs, les témoignages des gens qui ont fait des MMI, ils n'ont pas envie de revenir dans leur corps. Hein. Ils le disent, hein, j'étais bien de l'autre côté, j'ai eu du mal. Le corps, c'est une prison. Ouais. Mais ici, c'est l'épreuve. Mais souvent, c'est un lien genre à nos enfants, ou au mari, ou quelque chose qui nous fait revenir quand même. C'était ça, parce qu'elle venait d'accoucher, cette dame, dans l'émission que je cite, qu'on peut aller voir. Voilà. J'avais des questions par rapport à ton papa, parce que tu avais un lien, tu étais très proche. C'est lui qui avait le don? Alors, mon papa avait le don, ma mère aussi. Ma mère, elle fait les rêves prémonitoires. Voilà. Sur tout ce qui est la famille, le mondial. Et ton papa, quand ton papa est décédé, parle de ce que ça a activé chez toi et cette étape-là initiatique quand même? Oui, alors mon papa, quand il est décédé, je l'ai accompagné dans ma chambre parce qu'il ne voulait pas aller à l'hôpital. Donc c'est moi qui ai fait tous les soins, j'étais avec lui sans arrêt. La nuit, il ne dormait pas, donc on était tous les deux à parler. Et il m'a beaucoup tenu la main. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que pourtant, quand on est grand, souvent les papas, ils prennent un peu de distance, il y a un peu de pudeur. Il ne le faisait plus vraiment, les bisous, c'était même comme ça, de loin. Et là, il ne m'a pas lâché, et je ne comprenais pas. Et en fait, c'est après que j'ai compris. Je me suis dit, le don, là, il a décuplé. Et j'avais du magnétisme, je m'en suis rendu compte j'avais une trentaine d'années, grâce à Pascal Bataille, qui m'a fait connaître Pierre Jonas, qui n'a jamais voulu me consulter. Il m'a dit, non, tu es plus forte que moi, maintenant tu bouges et tu vas t'occuper des autres. Donc j'ai commencé un petit peu, mais pareil, j'assumais pas. Et c'est quand mon père est parti, où là, j'ai vu que quand je touche les gens, maintenant, j'arrive à faire des choses, à enlever des douleurs incroyables. Ça a commencé... ça a été une révélation pour moi chez Daniel Echter, parce qu'il n'y croyait pas. Et je l'ai magnétisé et ça lui a fait beaucoup de bien. Donc il a appelé tous ses copains, dont un qui avait un espèce de corset autour du dos depuis un mois. Et je suis descendue et je lui faisais le soin. Et là, il est remonté sans le corset et tout allait bien. Donc je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais? Donc après, j'ai continué à toucher. J'ai des amis qui ont récidivé d'un cancer. La tumeur a disparu comme ça, on ne sait pas pourquoi. Alors, moi, je reste attention très prudente. Hein. Ça peut être aussi le hasard des médecins, de moi, on ne sait pas. Mais quand même, ça fait beaucoup de personnes où il y a du résultat. Les gens, quand ils viennent, ils se sentent bien quand ils repartent. J'ai une dame qui souffrait, là, que j'ai traitée il n'y a pas longtemps, depuis des années. Son mari me dit, c'est incroyable, il s'est passé quelque chose. Elle ne se plaint plus, elle a plus mal, elle va bien. Donc, mais je ne peux pas expliquer. Alors là, comment on se rend compte qu'on a du magnétisme? On a la main qui chauffe. Beaucoup d'entre nous... beaucoup l'ont, mais on a la main qui chauffe. Ouais. On a la main qui chauffe. C'est surtout la main qui chauffe, en fait, quand on n'est pas loin de quelqu'un qui a des douleurs. Mais on s'en rend compte dans notre quotidien, je dirais, parce que tu le nommes aussi quand même, le fait d'avoir des pertes d'énergie par moment. La foule, c'est un problème, parce que ça pompe. Il y a des pertes d'énergie, je les cite tous, j'ai tout écrit dans le livre. J'ai donné 10 signes en fait, où on sait qu'on a du magnétisme. Et c'est important de le savoir parce que ça vous facilite la vie, parce qu'à partir du moment où on sait qu'on a du magnétisme, il faut aussi se recharger nous-mêmes. Donc avec des pierres, avec des énergéticiennes. Moi, je suis obligée d'y aller souvent. J'aide beaucoup de gens et je suis empathe. Souvent, quand on a du magnétisme, on a de l'empathie beaucoup. Ouais. On ressent l'autre. Ouais. Voilà. Et c'est important d'être comme ça, sinon on ne peut pas aller soigner l'autre. Ouais. Et le fait de ressentir l'autre, déjà, à partir du moment où on met notre main là où il y a des douleurs, moi, c'est comme si je voyais à travers le corps. Ouais. Et d'ailleurs, on me dit souvent, c'est dingue, quand la première fois que j'ai magnétisé, c'était Pascal Bataille qui avait une angine, qui allait justement à la radio. Et il m'a dit, on dirait que tu as tes mains à l'intérieur de ma gorge qui sont en train de toucher. Ouais. Voilà. Et parfois, il m'arrive de faire comme des petites opérations. Quand il y a les tumeurs, je touche, je fais ça. C'est ma façon à moi. Mais le cheminement, on a chacun le nôtre. Ouais. On ne peut pas apprendre à quelqu'un. Quand j'ai vu Pierre Jonas, il m'a dit, débrouille-toi. Voilà, c'est cette main qui soigne. Prends les pierres, c'est celle-là. Tu fais comme tu sens. Et c'est chacun son cheminement, même la médiumnité. Et tu parles de discernement. Comment tu as réussi à avoir du discernement, de garder une certaine forme de lucidité, de recul par rapport à ce don, par rapport aux soins, par rapport à ta médiumnité? Comment tu arrives à naviguer? J'arrive à naviguer. J'ai aussi ce côté cartésien. Aussi. Je pense que c'est ce qui me tient. C'est bien de l'avoir finalement parce que je fais attention avec ça. Voilà. Pour moi, quand on a le magnétisme, il ne faut pas se dire guérisseur de tout.
hein. On a aussi besoin des médecins. Mais les médecins, pour moi, c'est pour le corps et le magnétisme, c'est l'âme. Parce que les deux vont ensemble. Et il faut les aligner. Et quand c'est plus aligné, ça fait des bobos. Donc voilà, le magnétisme, c'est une force en plus. Moi, je trouve que les deux devraient avancer ensemble. Il faut arrêter de... Il y en a qui bloquent, les scientifiques bloquent avec ça. Un peu moins maintenant, ça s'ouvre beaucoup plus. Et je pense que dans les années à venir, là, on travaillera vraiment ensemble. Mais c'est important d'être ensemble pour soigner les gens, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est beau ce parallèle. Ouais. C'est énergétique, c'est-à-dire que c'est quand même... Est-ce qu'on peut dire que le travail énergétique se fait en amont sur le corps ou c'est intérieur, extérieur, cela dit, c'est intérieur, extérieur. Ça dépasse l'enveloppe corporelle. Ouais. C'est comme si mon énergie à moi, comme mon énergie, elle est capable de voyager dans d'autres dimensions, ben elle est capable d'aller dans ce corps pour travailler là où ça ne va pas. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que ça vibre aussi avec la personne. Si c'est une personne qui ne m'aime pas, qui vient me consulter parce que je vais la soigner, ça ne marchera pas. C'est ça. Et comment t'expliques ça alors ? C'est la vibration. En fait, c'est la vibration de l'énergie. Comme quand on vibre pour quelqu'un, bah, ça marche, on s'aime. Alors ça marche peut-être un temps parce que la vibration, tu traverses comme des couches. Ouais, c'est ça. C'est pareil, c'est certaines petites dimensions. En fait. Ouais. C'est-à-dire qu'énergétiquement, sinon l'autre est fermée, donc c'est comme si elle verrouillait, comme s'il y avait une carapace énergétique qui ne permettait pas. Ouais. Mais les gens qui n'y croient pas, en revanche, ça ne change rien, je peux les faire. Si j'arrive à vibrer, qu'il y a un feeling quand même entre nous, ça passe. Moi, j'ai vu des gens qui n'y croyaient pas, bah, comme Daniel Echter, hein, il avait du mal, bah, ça a marché. Voilà. Mais parfois, ça ne marche pas, mais parce que c'est une personne un peu noire, un peu fermée, un peu... bah, là, ça ne passe pas. Parce que le magnétisme, ça va avec l'amour. Est-ce que tu vois des fois qu'il y a des portions de l'âme qui ne sont plus incarnées, qui ne sont plus ici, qui sont plus... Par rapport à l'humain ? Par rapport à la douleur que certaines personnes ont vécu et une partie de cette âme, de cette énergie n'est plus tant présente et fait que cette personne-là a peut-être des soucis dans sa vie. Oui, c'est plus ça. C'est un peu comme ça, mais c'est pas l'énergie tant présente, c'est plus qu'elles sont habitées par des énergies plus négatives. Contraire. Voilà, contraire. Alors des fois, ça peut être des problèmes de vie qui emmènent comme ça et on est en train de s'enfoncer, comme je disais tout à l'heure, la pensée, plus on va penser noir, plus on va s'enfoncer. C'est pour ça que c'est important. Moi, je fais un travail fabuleux sur les enfants. J'ai eu une jeune fille qui était en dépression, qui a eu de la phobie scolaire. Je les ai en thérapie le mercredi. Et les psychologues n'arrivaient pas à la faire avancer parce qu'un psychologue, il écoute. Mais après, ils vont donner parfois des médicaments. Mais je trouve que les deux, justement, avec quelqu'un comme moi, un peu thérapeute spirituel, je l'ai aidée à avancer, sur son chemin de vie. Elle s'est ouverte en un mois, elle veut retourner à l'école, elle revit. Une petite anorexique, là, que j'ai fait hospitaliser il y a 3 semaines, les parents n'entendaient pas qu'il fallait qu'elle aille à l'hôpital. Moi, j'ai vu que si elle n'y allait pas, la semaine d'après, elle était morte. Donc, j'ai poussé ça. Elle a été hospitalisée, Eva, que j'adore. Et aujourd'hui, elle sort dans 2 semaines, elle va mieux. Donc voilà, c'est important d'aller dans l'âme, mais il faut ressentir l'autre. Et un psychologue, par exemple, il ne va pas ressentir aussi profondément. Il va être à l'écoute parce qu'on lui a appris que c'était comme ça et que s'il y avait ça, voilà. Alors moi, je ne suis pas psychologue, je suis un peu psychologue inné, j'ai envie de dire, mais spirituel. Et comment tu fais pour gérer je suppose qu'il y a quand même des énergies négatives ou néfastes, au contraire. Comment tu navigues là-dedans ? Ça t'a des fois fait peur ? Tu as des cas de... Ah bah oui, des énergies négatives... Souvent, c'est les entités. C'est les entités qui sont perdues ou qui ne sont pas contentes. Et donc, oui, ça nous impacte. Hein. Ça impacte dans les maisons, on peut avoir des signes comme ça. Toi, tu t'es sentie impactée personnellement ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Dans ma maison, dans ma propre maison, il y a beaucoup d'enfants. Il y a énormément d'enfants vers le puits. Je ne sais pas ce qui s'est passé il y a quelques années. Je n'ai pas retrouvé ça. J'ai retrouvé une femme qui s'est pendue, ça c'est sûr, et je la sens aussi. Et en fait, je n'ai pas cherché à les faire passer, j'y arrivais pas. On avait beau essayer, ça ne marchait pas. Donc, je les ai apprivoisés. J'ai mis plein de jeux d'enfants. Mes enfants sont grands. Mais chez moi, dans mon jardin, il y a des jeux, il y a plein de choses pour les enfants. Je leur parle. Alors, si je raconte ça aux gens qui viennent, ils peuvent me prendre pour une folle. Mais moi, c'est ma façon intérieurement. Je leur parle. Voilà, je les accepte. Elle s'est pendue. C'est une femme qui s'est pendue dans un petit cabanon de chez moi, dans mon jardin, là où j'habite actuellement. En fait, il suffit juste de faire brûler de la sauge, de faire des petites prières qui apaisent. Mais ça dépend de chaque entité. Il y en a, il va falloir mettre une pierre pour les repousser un peu. Chaque entité se traite différemment, en fait. Je prends l'exemple du château de Depardieu. C'est la première fois où je vais voir qu'un lieu est tenté. En fait, les placards de cuisine s'ouvraient, le feu de cheminée, si on se mettait devant, on avait d'un seul coup très très mal au ventre et on était très dérangés comme jamais ça m'est arrivé. Et bien là, lui, il avait juste besoin de magazines ouverts sur son époque pour l'apaiser.
Et comment tu as su ça? C'est pas moi qui l'ai su parce que moi, j'ai pas géré, j'ai eu tellement peur. C'est la première fois que Ouais, j'ai t'es découvert un partie. lieu hanté. Je suis partie, j'ai pas géré. J'ai été très mal, j'ai dû faire prendre le relais à quelqu'un. Et c'est cette femme qui a découvert que il fallait faire comme ça et ça s'est calmé. Et comment toi, tu t'es calmée à la suite d'être partie? Parce que y a quand même, ça touche des parties de toi Oui, effrayées. c'est dans l'émotionnel en fait. Ouais. C'est violent. Mais après, Et comment tu gères l'émotionnel? Parce que c'est moi, important de nos jours. Mon émotionnel est très chamboulé. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de maladies. Ouais. J'ai eu des maladies auto-immunes, des cancers. Mais parce que mon émotionnel, il est souvent chamboulé. Ça, malheureusement, j'arrive pas vraiment encore à me protéger énormément. Plus depuis que mon père est parti. Parce que depuis que mon père est parti, je sens comme si c'était lui qui était une barrière voilà, il me protège sur l'émotionnel, même avec les gens. Je sens que parfois, avant, j'étais beaucoup plus ouverte, des connexions, ça se faisait comme ça. Aujourd'hui, c'est comme si lui, parfois, il me dit non, là, il ne faut pas. Donc, je vais juste faire des messages d'avenir, je ne vais pas rentrer en communication avec le défunt. Il me bloque beaucoup plus. Donc, je pense que lui me protège. C'est ce que moi, j'en définis. Après, je ne suis pas encore totalement... Non, mais c'est quand même une sacrée responsabilité. Oui. D'avoir un don. Oui. Et c'est très angoissant parce qu'on ressent tout. Même pour nos enfants. Alors pour nous, c'est toujours plus difficile, en tant que médium, de comprendre le message qu'on nous envoie. Donc souvent, on a l'angoisse, on se dit, quand on a une angoisse comme ça, on se dit, il va se passer quelque chose. Alors parfois, je le sais, je prends l'exemple l'année dernière, ma fille voulait aller à un feu d'artifice, je lui dis, non, on n'y va pas, il va se passer un truc, mais j'y vais. Puis il y a 2 dates en campagne, il y a le 13 et le 14. Donc elle a fait le 13, ça s'est bien passé, elle me dit, tu vois, tu veux pas que je sorte, c'est tout. Je dis, écoute, je te dis qu'il va y avoir un problème. Le lendemain, elle y va. Et il y a un gros problème. Il y a une grosse baston. Elle se retrouve au milieu, en pleurs, ça tape de partout. Elle n'est pas sortie pendant 1 an. Là, elle m'a écoutée. Maintenant, elle m'écoute quand je lui parle. Mais parfois, on ne ressent pas forcément. On a cette angoisse. On sait que ça va arriver, que c'est dans notre famille. Et j'ai eu ça la semaine dernière. Lundi dernier, j'avais une grosse angoisse le soir. Et je me dis, il va se passer quelque chose, mais je n'avais pas l'information. Et c'était très drôle parce que je venais d'acheter un petit appareil qui détecte les défunts. J'avais acheté ça au salon du paranormal, mais je n'y croyais pas trop. Je me suis dit, ça doit être un gadget. Et finalement, je venais de le faire. Et mon père s'est présenté avec l'objet, il vibrait. Et donc, ça fait des petites lumières. Et on pose des questions et ça bipe un peu plus fort. Et quand c'est moins fort, ça veut dire non. Et il ne partait pas. Et ma fille me dit, mais t'as vu, il veut pas partir, ça bip, c'est flippant, éteins le truc. Donc j'ai éteint, je dis, il va se passer quelque chose. Depuis ce matin, je suis angoissée, il veut nous dire quelque chose, mais je comprenais pas, je savais pas ce qui se passait. Et une demi-heure après, ma fille m'appelle en hurlant de pleurs, maman, le chien de Papeux, donc Papeux c'était mon père, est en train de mourir, Mameux, qui est ma mère, on les appelait Papeux et Mameux, est sans dessus-dessous parce qu'elle est en train de perdre le chien de mon père. C'est comme un deuxième départ presque, parce qu'un chien, on dit souvent qu'il ressemble à son maître et c'était une petite partie de lui, quoi. Et c'est passé ça, mais je ne savais pas. Voilà. Quand c'est pour nous, parfois, c'est plus difficile. On a aussi besoin de consulter et d'aller voir quelqu'un, parfois, qui va nous confirmer les choses, comme si on savait, mais on n'arrive pas à avoir l'information. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas. Ouais. Comme tu dis, c'est cette partie émotionnelle qui est perturbante, et c'est un peu le souci dans notre société aussi, c'est comment gérer ces émotions, ces peurs-là. Ces peurs-là, oui. Et le problème de notre société, souvent, c'est qu'on nous inculque qu'une façon de faire. Ouais. Voilà. Et c'est ce que je dis, je l'ai vu avec ma fille autiste. À l'école, c'est comme ça, on doit tous être pareils, alors qu'on est unique. Ouais. Et il n'y a rien pour ces enfants. Moi, l'autisme, pour moi, ce n'est pas un handicap. Ma fille m'a apporté, m'a enrichi. Elle m'a appris tellement de choses. Ces enfants-là, ils fonctionnent juste différemment. Disons une autre âme peut-être, je ne sais pas, qui vient d'ailleurs. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils fonctionnent différemment. Ils ont une mémoire visuelle qui est incroyable. Ils rentrent dans une pièce. Si vous bougez ne serait-ce qu'un clou, ils le voient. Voilà, ils ont d'autres capacités, mais on n'apprend pas pour ces enfants-là. Donc, il n'y a pas de système pour eux. Ouais. Donc, on les classe dans un handicap. Ouais. Alors qu'il y a plein d'enfants qui ont juste qui sont super évolués. Mais super évolués. C'est tellement intelligent. Parfois, elle explique des choses où nous, on l'a trouvé ridicule. Forcément, on a appris que cette façon, l'humour, on l'a appris comme ça. Ça, notre société n'a pas la place pour... alors qu'au contraire, c'est ça qui permettrait qu'eux-mêmes se sentent libres. Et on aurait des petits génies. Ouais. Et ça ouvrirait tellement de portes à plein de choses encore plus belles. Ouais. Et c'est ça, moi je l'ai transmis ça dans le livre, parce que j'ai envie que ça s'ouvre tout ça en fait. Et l'humain sera beaucoup mieux dans ses baskets. Parce qu'aujourd'hui on en a qui vont bien, mais il y en a beaucoup plus qui vont mal, qui n'arrivent pas à s'aligner en fait. Ouais. Et toi tu le vois là, beaucoup. Ça toc-toc à la porte. Ça toc-toc très fort à la porte. Ouais. Mais on va vers cette énergie-là. On va vers ce côté plus spirituel, plus d'humanité. Ça va être dur là, et d'autonomie. 3-4 ans. Et d'autonomie. Il faut qu'on apprenne, nous, à développer ces propres dons-là. Oui.
il faut apprendre. Et c'est pour ça que j'ai écrit, parce que dans ce livre, on apprend tout ça. On sait où se situer. Je parle de tout, des rêves prémonitoires, du magnétisme, des ressentis, parfois on a l'impression d'être fou, de sentir l'odeur de quelqu'un qui est parti. Oui. Voilà. Et ça, souvent, on se dit, mais je suis folle ou quoi, je ressens son odeur. Ouais. Mais non, c'est qu'il est là, c'est un petit signe aussi, l'odeur. J'en parle, j'explique tout ça en fait. Et tu penses qu'un défunt peut traverser le corps d'une personne Bien et cette sûr. personne-là peut ressentir sa présence dans son corps Ah bah alors là, je vous le confirme, je ressens mon père quand je suis chez moi à Il la rentre campagne. dans ton corps? Oui, ça lui est arrivé. Et ça lui est arrivé, et je le sens même me dire bonne nuit. En fait, j'ai la joue. Alors souvent, les gens parlent de frissons. Ouais. Moi, j'étais restée sur des frissons quand on sent le défunt. Et c'est vrai que j'avais cette sensation quand j'avais des communications. Et avec mon père, je ressens de la chaleur très, très, très chaude. Mais juste sur la joue, un peu comme la chaleur des femmes ménopausées. C'est ce que je décris parce que je l'ai eu. Mais c'est juste sur la joue, quoi. Ouais. Juste sur une joue. Voilà. Et là, tu sais que c'est lui. Je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est quand ça arrive, c'est pas tout le temps, mais quand ça arrive, j'ai mon chat qui est sur le lit et les animaux perçoivent. Ouais. Et mon chat regarde toujours. Au moment où ça arrive, je le regarde et le chat est comme ça. Et il suit du regard. Ouais. Et je dis, t'as vu quelqu'un? Il y a Papeux qui est là, hein, t'as vu? Et puis il est là, il le regarde comme ça. Donc, si je racontais ça, il y en a ceux qui n'y croient pas, ils rigolent. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais j'aurais jamais pensé parler comme ça il y a encore 6 ans, j'assumais tellement pas. J'en ai parlé un petit peu dans une émission que j'avais faite. J'avais dit que j'étais médium, mais tout doucement, quoi. J'aurais jamais pensé parler comme ça aujourd'hui. Aussi ouvertement et librement? Aussi ouvertement et librement. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est important parce que cet éveil, c'est apaisant. On se sent mieux et on arrive à débloquer nos vies, à obtenir tellement de choses. C'est ça que je veux transmettre. Parce que les gens qui sont fermés, qui se plaignent, qu'il n'y a rien qui se passe, c'est juste ces petites clés-là, en fait, qui vont vous débloquer certaines choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Séverine. Avec plaisir. C'était un plaisir pour moi de transmettre à vous et puis à votre communauté aussi. D'être avec vous, de vous rencontrer aussi. Ouais, avec ce beau livre, on voit la lune. Oui, alors c'est la lune. Elle est belle. Et parce que alors, cette photo, je partais en Grèce et j'ai pris le ciel en photo, ce que je pensais à mon père. Je me suis dit, bah tiens, ça peut être une belle couverture. Donc j'ai transmis ça. Et en fait, je voulais mon père, mais pas forcément qu'on le voit parce que les gens ne les connaissent pas, c'est pas. Oui. Et j'ai fait mettre une petite étoile en relief, voilà, ce qui représente un peu. Elle est là. Il est là, voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Grande joie, ces signes qui ne sont pas des coïncidences aux éditions Très Daniel. Merci beaucoup, Marie-Séverine. Merci à vous. À très bientôt, on vous embrasse très fort et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à propager toutes ces belles informations, à lire ce livre. Gros bisous, on vous embrasse très fort, à bientôt. Au revoir.